L'ardeur à la préparation de ce rendez-vous hebdomadaire est davantage motivée par l'envie de vous savoir des nôtres. Mesdames et messieurs, bonjour. Semaine tragique pour la presse camerounaise. L'horrible meurtre de Martinez Zogo, animateur et ancien directeur général de la radio Amplitude FM, présentateur de l'émission Embouteillage, a choqué et cristallisé toutes les attentions. Toutes les unes disaient l'hydre d'une presse contrôlée, harcelée, muselée, où la liberté d'expression n'est plus qu'un leurre. Martinez Zogo, mort pour ses dénonciations. Le journaliste avait, dans une chronique datée du 4 janvier dernier, amorcé des révélations sur l'usage des fonds des lignes 64, 65 et 94, nommant sans détour des personnalités et interpellant le chef de l'État Paul Biya sur l'urgence d'agir. Le journaliste n'emmènera pas large. Son corps sans vie a été retrouvé après 5 jours de recherche dans la périphérie de Yaoundé, ouvrant la voie à une enquête sur les meurtriers et commanditaires de l'assassinat des plus cet assassinat des plus répugnants. La presse s'offusque. Les organisations internationales s'y mêlent. Tous ont une même question. Qui est tué Martinez Zogo? Nous n'avons pas de réponse. Attendons certainement, comme vous, les résultats de l'enquête ouverte par la justice camerounaise. Dans cette édition du Grand 7, parole au docteur Louison Issomba, universitaire. Avec notre invité, nous reviendrons également sur la relation des plus conflictuelles entre Ouagadougou et Paris. Le Burkina Faso peut-il faire face aux djihadistes sans l'appui militaire de la France? C'est à suivre. Nous sortirons sur un décryptage des sénatoriales au Cameroun au lendemain du dépôt auprès d'Elections Cameroun des listes des candidatures par les partis en lice pour ce scrutin. Bienvenue à tous. Le Grand 7, c'est sur Dash News. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un tour sur le continent. Question de voir ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'aurez compris, c'est l'instant Roundup. Bonjour Amandine Bonny. Bonjour Audrey et bienvenue à ce round-up de l'actualité. Nous ouvrons celui-ci au Cameroun, où la semaine a été noire pour la presse. Le corps sans vie de Martinez Zogo, retrouvé dans la ville de Soie, a suscité le courroux des confrères, des chefs traditionnels et de la société civile. Tous interpellent les autorités pour qu'une enquête soit ouverte et que justice soit faite. En politique, la course aux investitures pour les sénatoriales 2023 est en cours. Cette semaine, les partis politiques ont déposé les listes de candidatures chez Elecam Cameroun. La rédaction de Dash News suit de près cette actualité pour vous. Crise anglophone au Cameroun suite à l'actualité diffusée dans certains médias en rapport avec l'accord du Canada pour accompagner le processus de paix, initié par le gouvernement du Cameroun avec les séparatistes. Le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi a apporté un démenti à travers un communiqué signé le 23 janvier dernier. Le porte-parole du gouvernement rappelle qu'il appartient d'abord aux Camerounais de rechercher les voies et moyens de résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté. En économie, le Cameroun prévoit de lancer son 7e emprunt obligataire en mai 2023 d'un montant de 200 milliards de francs CFA à travers la bourse de valeurs et des marchés de l'Afrique centrale. Une annonce qui suscite des interrogations quant à l'impact de ces emprunts obligataires sur le Cameroun. Nous refermons la page de l'actualité camerounaise pour nous rendre en République démocratique du Congo, où le 24 janvier dernier, un avion de l'armée congolaise a été la cible d'un tir rwandais. Selon un communiqué de Kigali, le Sukhoi 25 aurait violé son espace aérien. Les autorités rwandaises estiment n'avoir pris que des mesures défensives face à cette énième intrusion. Kinshasa déclare que cette attaque est un acte de guerre.
Au lendemain de l'annonce du départ des troupes françaises, l'ambassadeur de France au Burkina Faso est convoqué pour faire un état de la coopération bilatérale. Dans le contexte des derniers développements intervenus au Burkina Faso, nous avons décidé de rappeler notre ambassadeur à Paris pour mener des consultations sur l'état et les perspectives de notre coopération bilatérale. Ainsi expliquait le ministère à l'AFP. Luc Halad était en poste à Ouagadougou depuis l'été 2019. Merci Amandine Boni. Bonjour Louison Essomba. Bonjour Madame Audrey, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là. Bienvenue sur ce plateau de Grand 7. C'est moi. Alors, d'entrée de jeu, onde de choc également pour vous, le 22 janvier dernier, après l'annonce de la découverte du cadavre, du corps du journaliste camerounais Martinez Zogo. Oui, écoutez, il ne faut pas forcément être un journaliste pour être touché par ce deuil crapuleux, par ces assassinats qui relèvent d'un autre monde. Je dois vous avouer qu'après Florence Ayafor, je pense que c'est l'un des assassinats les plus cruels qu'on ait jamais connu, qu'ait jamais connu le Cameroun. Et c'est en cela que cela a heurté la sensibilité et la conscience, non seulement nationale, mais aussi internationale. Parce que vous savez, il y a un célèbre auteur, on l'appelle Montesquieu, quand il mourait, il savait qu'il avait laissé, enfin on l'appelle le père de la trinité institutionnelle, parce qu'il avait dit, quand il partait, qu'il y a trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Mais curieusement, il y a la montée en puissance d'un autre pouvoir qu'il n'avait pas prévu, qui est le pouvoir médiatique. Et vous savez que dans un contexte démocratique et dans un contexte d'état de droit, aujourd'hui, le pouvoir qui semble faire peur, qui est considéré comme le chef de garde de la société, bien évidemment, c'est le pouvoir médiatique. Donc, quand nous prenons le contexte camerounais, vous savez que le RDP a une majorité obèse au sein de notre institution parlementaire, ce qui fait que l'option du contrôle, qui est une des missions fondamentales du Parlement, semble être bottée à la touche. Et aujourd'hui, le seul pouvoir qui peut jouer ce rôle, qui n'est pas forcément un pouvoir institutionnel, c'est le pouvoir médiatique. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, le pouvoir exécutif qui a en charge la gestion des affaires de l'État à travers le gouvernement et l'administration peut donc être à un moment donné mis sur les photos de rampe. C'est-à-dire que pour la gestion des affaires publiques, qu'il faille donner des informations aux citoyens, encore qu'à cela, c'est la presse qui joue un rôle aujourd'hui fondamental. Donc, ce qui est arrivé à Martinez Zogo n'est pas simplement une leçon que l'on peut passer à l'endroit des journalistes, mais la nature du crime amène à penser que tout citoyen qui a une information désormais doit se mettre sur ses gardes, question de ne pas subir de telles choses. Il est question de liberté de presse, on y reviendra. Alors, proche du peuple et des puissants, pensez-vous que ce journaliste autodidacte au style direct et décomplexé est payé de ce jeu? Non, écoutez, c'est vous qui êtes journaliste. Vous savez que dans les types de formation des journalistes ou des journalismes, il y a le journalisme à gage. Et c'est chacun qui choisit sa voie. Donc, et surtout que le journaliste à gage est un journaliste d'investigation. Il doit mener des investigations, il doit collecter les informations, les traiter. Et si éventuellement il trouve que ces informations ont une nature de véracité, il peut, d'objectivité, il doit publier et mettre cette information à l'endroit du public. Donc moi, je ne pense pas que c'est forcément le rôle qu'il jouait en tant que celui qui exposait les frasques du gouvernement qui méritent qu'il soit lynché de cette manière. Non, c'est vous qui êtes journaliste, vous savez que chaque journaliste, c'est une sorte de rond-point. Chacun choisit sa voie. Vous voulez être un journaliste animateur, d'investigation, ainsi de suite, d'information. Chacun choisit sa voie. Et je pense que la voie qu'il aura choisie, d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui s'est formé sur l'OTA et qui ne donnait même pas l'impression qu'il n'est pas passé dans une école de formation de journalisme. Et moi, je dis simplement une chose. Écoutez, j'ai commencé par le propos d'antan en indiquant qu'aujourd'hui, la gestion des affaires publiques mérite d'être contrôlée. Sinon, on aura justement une gestion catastrophique qui n'est pas fondée sur la bonne gouvernance, qui doit profiter justement au peuple. Donc moi, je ne pense pas que la nature du journalisme qu'il a choisi soit un problème aujourd'hui, puisque cela s'enseigne dans les écoles de journalisme.
Le 17 janvier dernier, dans l'une de ses chroniques, la dernière incendiaire comme à l'accoutumée, il promettait de tout révéler. Il fallait seulement le tuer pour qu'il se taise, disait-il. Avait-il promis, je vais vous exposer. Prémonitoire. Oui, écoutez, bon, ce qui est quand même assez ahurissant dans cette histoire, c'est que Martinez Zogo était porteur des informations crédibles. C'est-à-dire que vous avez vu après sa mort, les documents qu'il a balancés révèlent quand même qu'il tenait ces documents de sources crédibles. Parce que quand on a vu qu'il a mis en ligne, la ligne budgétaire 94, avec les heures où l'on a touché et retiré cet argent dans les banques, il a indiqué les banques en question, il a indiqué les bénéficiaires, cela avec une véracité à nul autre pareil. Donc moi je pense que c'est peut-être cela qui pouvait être à l'origine, que j'ai indiqué tout à l'heure, Madame Audrey, que quand on gère la fortune publique, justement, il y a un élément qui est assorti à cette gestion, c'est le contrôle. Et maintenant, si le contrôle formel, c'est-à-dire institutionnel, démontre ses limites, on peut donc recourir au contrôle médiatique qui a été fait. Et moi, je pense que c'est peut-être cette dénonciation-là qui a, à mon sens, effrayé les gestionnaires des crédits publics et peut-être ceux-là ont décidé d'adopter la voie la plus dangereuse qui était celle, justement, de son assassinat. Nous n'allons pas vous demander de lire dans une boule de cristal, mais pensez-vous qu'on se soit servi de lui? Oui, bien entendu, parce que des journalistes un peu plus proches de lui indiquaient qu'à la fin de chacune de ses émissions, il se faisait accompagner. D'abord, lui-même, il le disait qu'il était protégé. Et au soir même de son arrestation, on indique qu'il y a une Pajero qui le suivait. Après, cette Pajero a disparu, une autre est venue qui ne reconnaissait plus. C'est ce qui a justifié donc qu'il entame une course à la vitesse, comme il a fait, se dirigeant vers une gendarmerie. Et étant là, il a crié au secours, ils vont m'assassiner. Et tout de suite, bon, il n'y a pas eu la réaction de cette gendarmerie-là. Et bien évidemment, il a été électrocuté et mis dans cette voiture qui le poursuivait. Donc, en réalité, on peut estimer que Martinez Zogo, c'est support ou j'allais dire, ces recours de protection, peut-être l'ont lâché à la dernière minute. Parce que vous savez qu'à un moment donné, on peut aussi s'interroger que mais qui pouvait donner autant de documents crédibles à ce journaliste et cela, voilà, quelle en était sa source. Et les gens ont estimé que si d'aventure il livre sa source, parce que c'est vrai que le journaliste est interdit de livrer sa source, parce que s'il livre sa source, il aura livré le journalisme à tout court, parce qu'aucune personne ne pourra plus donner des informations, ne pourra plus accepter faire une interview, si tant il est vrai qu'elle estimera que ces sources peuvent être révélées à tout moment à la presse ou à la connaissance de tous. Donc moi, je pense qu'il subit peut-être les affres de peut-être ceux-là qui lui passaient des informations et qui ont senti que ces informations ne servaient plus fondamentalement au chef de l'État, parce que je dois vous dire, Madame Audrey, que le président de la République, le 31 décembre, a dit que quel que soit le rang, tous ceux qui ont pris des libertés avec l'argent de l'État rendront gorge. Et bien évidemment, les dénonciations, à mon sens, s'inscrivaient dans cette veine-là, c'est-à-dire que c'était des natures à voir, quels sont ceux qui ont pioché dans les caisses de l'État. Et à partir de ces dénonciations, et comme lui-même le disait, il interpellait le chef de l'État pour agir rapidement. D'ailleurs, vous l'avez, en propos prélégoménal, vous l'avez souligné avec force et vigueur. Donc, c'est pour indiquer que ça fait toujours mal de savoir que ceux qui ont révélé des sources, ceux qui ont donné des documents peuvent être révélés au grand jour. Et vous savez que dans la technique administrative, il y a des documents jugés top secrets qu'on ne divulgue pas ou qu'on ne diffuse pas. Mais à ce niveau-là, peut-être que certainement ceux qui ont donné des documents se sentaient menacés et ont décidé peut-être d'emporter sa vie. Alors, le corps sans vie de Martinez Zogo est retrouvé avec des traces de sévices. Un crime inadmissible, vous l'avez relevé selon la presse camerounaise qui y voit une volonté manifeste d'atteinte à la liberté d'expression. On y parle. Oui, écoutez, moi j'aime revenir sur cette belle expression du chef de l'État qu'aucun Camerounais ne doit plus prendre le maquis pour exprimer ses idées, pour exprimer ses opinions. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous venons de voir là, c'est le bâillonnement justement de l'exercice des libertés fondamentales, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à l'expression, le droit aux opinions,
C'est tout cela qu'on venait de museler, parce que même quand on tue Martinez Zogo, on se rend compte qu'on avait enlevé sa langue, on a tordu sa langue. Donc, c'est pour dire que taisez-vous désormais. Voilà, taisez-vous, parce que qu'est-ce que ce que l'on va faire, n'ayez pas la sensation d'aller dévoiler, parce que sinon vous subirez le même sort que Martinez Zogo. Donc, toutes ces libertés, Madame Oudé, qui sont d'ailleurs fondamentales pour la vie, parce que, écoutez, il y a une mission, j'allais dire, tribunicienne, que la Constitution confère au chef de l'État, c'est de protéger les citoyens, c'est de protéger la Constitution. Et c'est dans la même Constitution que dans le préambule, on dit que, quel que soit ce que l'on a fait, il mérite d'être traité avec considération, avec dignité et avec respect. Et nous sommes dans un État de droit, et cela me choque autant, parce que juriste de mon État, ça me fait mal de savoir que nous balançons tous les jours à nos étudiants que nous sommes dans un État de droit, et que celui qui a posé un acte qui porte atteinte à autrui ou à son honneur ou à sa dignité, celui qui se sent lésé a la voie institutionnelle, c'est-à-dire saisir les institutions pour que son droit soit réparé. Et vous savez que la presse agit sous le régime qu'on appelle le régime répressif. C'est-à-dire, le principe, c'est la liberté et la restriction, c'est l'exception. C'est-à-dire, Madame Oudé, vous pouvez décider de prendre votre plume ou de faire votre mission, vous insulter une personnalité de la République. Bon, si cette personnalité se sent être piétinée dans son intégrité, dans sa dignité ou dans ses honneurs, elle peut donc engager des voies judiciaires pour dire, écoutez, voilà, j'ai subi telle chose, je mérite réparation. Or, en contrepartie, la loi n'a pas prévu que celui-là, il soit décerné ou destiné le décès ou l'assassinat. Donc voilà un peu les concepts d'état de droit, les protections des libertés fondamentales qui sont désormais remises en question et en cause. Parlons justement de la presse camerounaise de toute cette semaine. À travers le pays, hommes, femmes et médias ont rendu hommage à Martinez Zogo, leur confrère arraché brutalement à la vie. Larissa Libom signe ce reportage. Ses confrères et consoeurs sont venus déposer fleurs et bougies au siège de la radio privée Amplitude FM à Yaoundé, où il animait quotidiennement une émission dénonçant la corruption dans le pays. Enlevé le 17 janvier dans la banlieue de la capitale, devant un poste de gendarmerie, Arsène Salomon Bani Zogo, dit Martinez, âgé de 50 ans, est retrouvé mort 5 jours plus tard. Journaliste respecté et connu, il dénonçait régulièrement des faits de détournement de fonds présumés par des personnalités connues, notamment du monde des affaires. Son probable assassinat s'ajoute à la trop longue liste des personnes tuées, violentées et condamnées ou alors intimidées au Cameroun pour s'être exprimées sur des violations des droits humains. À Douala, capitale économique, les langues se déliaient plus facilement le 23 janvier au sein de plusieurs groupes de la société civile et d'ONG rassemblés pour une conférence de presse au siège du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Maximilienne Gombe, militante emblématique des droits humains et présidente du REDAC, qui lit leur déclaration conjointe, dénonce l'enlèvement, la torture et l'assassinat de Martinez Zogo. Le 23 janvier, le gouvernement camerounais, dans un communiqué, a déclaré ouverte une enquête afin de retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux. Selon Reporters sans frontières, il s'agit d'un grave coup porté à la démocratie et à la liberté de la presse au Cameroun. L'ONG a appelé le 23 janvier Yaoundé à mettre un terme au climat de violence pour les professionnels des médias. Reporters sans frontières cite le cas de Paul Chouta, reporter de Cameroun Web, critiqué du pouvoir, enlevé par plusieurs hommes le 29 mars 2022 et violemment agressé avant d'être laissé pour mort sur le bord de la route. On ne peut pas être dans un pays où d'honnêtes citoyens doivent avoir peur des criminels et des corrompus. Non, je pense que céder à la peur, ce serait montrer que Martinez Zogo est mort pour rien. Parce qu'en réalité, il est mort pourquoi? Il est mort simplement parce qu'il dénonçait un certain nombre de choses qui se passent dans ce pays, parce qu'il pensait que notre pays mérite mieux. Et le message qui est envoyé à travers la barbarie de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire face à la forfaiture que l'on observe dans ce pays.
Merci Larissa Libom. Louison Isomba, l'assassinat de Martinez Zogo remet au goût du jour la soudaine disparition en 2019 de Samuel Akedja Abouedi Ouazizi. Tous ces drames morts dans des circonstances mystérieuses, est-ce que tous ces drames devraient pousser la population à comprendre que la société est véritablement en crise? Écoutez, quand on voit ce qui s'est passé, vous savez, le cas Martinez Zogo, c'est un cas en plus, peut-être c'est tellement de trop. Effectivement. C'est tellement de trop parce que vous l'avez cité, Ouazizi et bien d'autres qui sont partis dans des conditions extrêmement tragiques. On se rappelle encore la mort de mon évêque de Bafia, Benoît Bala, qui est parti dans des circonstances assez exceptionnelles, circonstances, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui ont été la sensibilité nationale et internationale. Alors, le cas Martinez Zogo nous interpelle davantage, et je crois que Jean-Bruno Tani venait de le dire, instiller ou distiller la psychose et la peur, d'abord au sein du corps des journalistes, mais aussi, au-delà de cela, c'est un moyen de dire que, attention, nous avons les pouvoirs, les moyens nécessaires pour essayer de vous faire taire partout, à tout prix et à tous les prix, et que ceux qui s'avéreraient, ceux qui s'aventureraient davantage à dénoncer les faits qui sont commis, s'exposeraient certainement à de tels sorts. Moi, je pense que le peuple camerounais voit en cet assassinat une mort des libertés fondamentales. Je venais de les évoquer tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez une liberté comme celle du droit à la vie, ça devient très compliqué de vous l'arracher de cette manière. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle même le code pénal camerounais continue de condamner les actes, par exemple, d'avortement, parce que le code pénal estime qu'un enfant qui est conçu a déjà le droit fondamental qui est celui de la vie. Alors, une fois que vous êtes en vie, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit, justement, d'être protégé par les institutions du Cameroun. Vous avez le droit de vous exprimer librement lorsque vous sentez que cela est nécessaire. Mais en contrepartie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'essentiel, c'est de vous exprimer, certes, mais de savoir qu'en contrepartie, si vous avez posé un acte qui porterait atteinte ou qui poserait un grief à un individu, une personnalité, vous serez censé répondre et réparer le préjudice que vous avez causé. Donc, à mon sens, et modestement, je dis que l'État doit reprendre ses missions régaliennes à main, c'est-à-dire la protection de la sécurité des hommes ainsi que de leurs biens. Ça, c'est une mission fondamentale de l'État. Ce que nous sommes plus dans l'État, Bakodine, à ce niveau, va dire que l'État, en réalité, doit disparaître parce qu'une de ses fonctions fondamentales qui consiste ou qui réside dans la protection des citoyens a fondamentalement disparu. Et ça peut remettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la crise des rapports entre l'État et ses citoyens. Lorsque vous parlez de société, cela me vient à l'esprit que Martinez Zogo aurait été enlevé devant une gendarmerie. Oui, c'est autant de choses qui heurtent la sensibilité. Parce que, écoutez, une gendarmerie, il avait bien choisi. C'est-à-dire que c'est l'institution par laquelle on bénéficie de plus de garanties et de sécurité. Or, si déjà, devant un commissariat, devant une gendarmerie, vous ne bénéficiez pas d'une ceinture de sécurité, cela vous expose justement à des sérieuses difficultés, des sérieux problèmes. Et cela remet en cause justement la force de l'institution. Parce que je l'indiquais tout à l'heure, Mme Odé Melingui, l'État a pour mission fondamentale, au-delà du bon fonctionnement des services publics, au-delà justement d'assurer l'ordre public, mais une autre mission fondamentale, c'est de protéger le citoyen. Parce que si le citoyen ne se sent pas protégé, parce qu'en fait, la création de l'État va d'un contrat social que Jean-Jacques Rousseau appelle de tous ses voeux, le contrat social qui voudrait que les individus transfèrent une partie de leur souveraineté à une institution abstraite qui est l'État. Maintenant, en retour, cet État a l'obligation de les protéger. Parce que le citoyen s'est débarrassé d'une portion de sa souveraineté pour les transférer à l'État. Maintenant, quand l'État ne le fait pas, moi, je dis à mon sens, ça devient assez compliqué. Et c'est pourquoi, sur cette antenne, j'en profite pour interpeller l'État pour dire, reprenez les leviers de votre pouvoir, de vos compétences, qui consistent justement à donner confiance aux citoyens. Parce que si on a fait émerger une institution qui s'appelle l'État, c'est parce que les citoyens eux-mêmes ne peuvent pas agir à travers leur nom.
Quoi qu'il en soit, le peuple camerounais et même la communauté internationale restent dans l'attente des résultats de l'enquête ouverte par la justice camerounaise afin que tous les acteurs impliqués dans ce crime odieux répondent de leurs actes. Un confrère a été brutalement arraché à la vie d'Achmedi à se joindre au reste du pays pour lui rendre hommage. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous abordons à présent la relation des plus conflictuelles entre la France et le Burkina Faso. Mais avant, on fait le point avec Larissa Libom. Le gouvernement burkinabé a dénoncé le 18 janvier dernier l'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces armées françaises sur son territoire. Une dénonciation qui donne, selon les termes de l'accord du 17 décembre 2018, un mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé. Selon une source proche du gouvernement, les autorités ont demandé le départ des soldats français dans un bref délai. Le 17 janvier, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir lors d'un putsch fin septembre dernier, le deuxième en 8 mois, avait affirmé devant les étudiants que le combat pour la souveraineté était engagé. D'après des sources, l'opinion privilégiée par la France serait de redéployer ses forces spéciales dans le sud du Niger voisin, où sont déjà déployés près de 2000 militaires français. La France, ex-puissance coloniale, est contestée au Burkina Faso depuis plusieurs mois. Plusieurs manifestations ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait de la France dans ce pays sahélien qui héberge un contingent de près de 400 forces spéciales françaises. Dépêché la semaine dernière par Paris pour rencontrer le président de la transition, Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État, a précisé que la France n'impose rien et est disponible pour inventer un avenir ensemble, assurant ne vouloir influencer aucun choix ni aucune décision. Les autorités du Burkina ont récemment manifesté leur volonté de diversifier leurs partenariats, notamment en matière de lutte contre le djihadisme, qui mine ce pays depuis 2015. Le président Ibrahim Traoré s'est donné pour objectif de reconquérir ce territoire occupé par les terroristes. Le 19 janvier, le Burkina Faso a été endeuillé par une série d'attaques dans plusieurs régions du nord et du nord-ouest du pays, faisant une trentaine de morts, dont une quinzaine de volontaires de la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée. Parmi les nouveaux partenaires envisagés par Ouagadougou, la question d'un éventuel rapprochement avec la Russie est régulièrement évoquée. C'était une fois de plus Larissa Libom. Luison, on parle de 400 membres des forces spéciales françaises déployées au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. À ce jour, Ouagadougou voit en cela un problème que ces soldats soient sur son sol. Est-ce que la France va-t-il faire face au même scénario qu'au Mali ? Écoutez, Madame Audrey Melingui, la question que vous posez est entourée de toute sa pertinence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment, et ce n'est même pas un sentiment, qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe désormais en Afrique subsaharienne et peut-être aussi en Afrique francophone. Parce qu'après le Mali, la RCA, voilà que nous sommes aujourd'hui au Burkina Faso. Alors, ce qui se passe, c'est que les dirigeants du Burkina Faso estiment qu'en dépit de la présence de près de 400 militaires français sur leur sol, la montée djihadiste est de plus en plus forte. Et on se rend compte que les djihadistes se dirigent de plus en plus vers la capitale, qui est Bamako, sans qu'en retour, ces forces militaires françaises n'aient plus réagi. Et c'est pourquoi le colonel Ibrahim Traoré a estimé qu'au lieu de faire confiance à la France, autant mieux recruter 15 000 ou 50 000 jeunes volontaires qui, eux, seront outillés et formés pour essayer de venir à bout à cette montée sécessionniste et djihadiste. Et c'est pourquoi, donc, aujourd'hui, l'État français a rappelé son ambassadeur et dans l'explication qui est donnée, c'est qu'il n'y a pas une rupture des relations diplomatiques, c'est simplement une mise en parenthèse. Voilà, un départ justement sans rupture des relations diplomatiques. Et c'est assez fort parce que ce qui se passe démontre à suffisance qu'aujourd'hui, il y a le principe de la souveraineté des États qui estime désormais que autant mieux ne plus compter sur ces puissances tutélaires
autant faire confiance à des populations qui sont volontaires et qui veulent justement mettre en branle-bas toutes les attaques djihadistes qui sont exercées pour essayer de mettre à mal Bamako. Vous savez, le Burkina Faso, vous savez que le Burkina Faso n'est pas dans une situation de paix intégrale. Il y a toujours des sensations de coup d'État de ce côté-là. Damiba vient d'être remplacé par Ibrahim Traoré. Ce n'est pas la paix de ce côté-là. Donc, à tout moment, c'est un pays qui vit dans la constance d'une crise qui peut survenir à tout moment, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi aujourd'hui, le président de la transition a estimé qu'il ne faut plus faire confiance à la France parce qu'en retour, c'est comme si c'est cette France qui attisait les flammes du feu pour que le feu monte davantage. Parce que qu'est-ce qui peut justifier que près de 400 militaires du contingent français n'arrivent pas à stopper une montée djihadiste qui met à mal les institutions du Burkina Faso et qui mettent à mal la vie justement de la capitale politique qui est Bamako. Et ce sont les relations franco-africaines qui prennent de nouveau en coup? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, il y a un sentiment anti-français. Vous savez même que le Cameroun a failli s'inscrire dans cette même logique. Lors des sorties de Wilfried Kanga, Calibro et des différentes sorties du chef de l'État, Emmanuel Macron, vous voyez que le Cameroun, n'était sa résilience et sa maturité de la promptitude de la population ou de ses dirigeants aussi qui ont appelé au calme et à la réserve, on aurait pu se retourner, rentrer dans la même veine que le Mali aujourd'hui, le Centrafrique et le Burkina Faso. Sans la coopération militaire française, pensez-vous que le Burkina Faso peut-il venir à bout du djihadisme? Écoutez, aujourd'hui, les forces de réplique méritent d'être des forces nationales parce que la présence d'une puissance tutélaire n'est pas forcément là pour protéger les intérêts du Burkina Faso ou des intérêts de l'Afrique. C'est Guy de la Charrière qui disait que entre les États, ce ne sont pas les relations de bon voisinage, mais ce sont des relations fondées sur les intérêts. Donc, on peut justifier que, vous savez, au Burkina Faso, il y a de l'or de ce côté. Et la présence, justement, française peut se justifier par cela, c'est-à-dire que la quête de cet or qui est prodigieux du côté de Bamako. Donc, retenons tout simplement que les États de plus en plus tendent vers le respect de leur souveraineté et veulent en réalité prendre en main tout ce qui concerne la vie de leur territoire. Par exemple, le respect de la sécurité, la paix. Les dirigeants de plus en plus estiment qu'il faudrait que cela soit une guerre qui soit menée par les nationaux que de faire une confiance aveugle aux États européens et bien d'autres. L'Afrique est redevenue le théâtre d'âpres batailles entre les puissances occidentales. La Russie, la Chine, les États-Unis, la France et bien d'autres. Seulement, la Russie semble avoir les faveurs des pays du Sahel. Louison Issamba. Oui, bien entendu. Écoutez, aujourd'hui, il y a un acteur mondial, européen, qui estime que c'est peut-être son tour aussi de pouvoir réprimer l'Afrique et de pouvoir protéger l'Afrique. Vous savez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention Vladimir Poutine qui disait un jour que s'il lui veut déstabiliser la France, il lui suffit simplement de couper le cordon ombilical avec l'Afrique et que la France est terminée. Donc vous voyez, à partir de là, la Russie se sent aussi aujourd'hui, pas peut-être obligée, mais se sent dans la nécessité aujourd'hui de venir chercher partenaires en Afrique. Et si vous vous rappelez bien, une interview du chef de l'État en Chine, on lui demandait, mais est-ce que le Cameroun appartient à une puissance? Il a dit non, le Cameroun n'est la chasse gardée d'aucune puissance. Donc c'est pour dire aujourd'hui que de plus en plus, les États africains veulent se prendre à main et couper justement et mettre en relation des rapports qui soient d'égalité à égalité ou comme on a souvent dit, de gain à gain. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le paradigme où un État viendra vous exploiter aveuglément vos ressources naturelles et partir, vous laisser dans la pauvreté totale. C'est ce qui peut donc justifier qu'aujourd'hui, on voit que les États africains de plus en plus veulent modeler les rapports entre leurs États et les puissances tutélaires ou les puissances européennes qui veulent avoir partenaires en Afrique. Et vous voyez aujourd'hui, c'est toute une guerre. Le chef d'État, Joe Biden, le président des États-Unis, Joe Biden, est rentré dans la même logique. Il a fait venir les chefs d'État africains pour leur dire, écoutez, nous allons vous apporter notre aide
Si et seulement si vous acceptez de coopérer avec nous et non plus d'entrer en relation avec, par exemple, la Russie. C'était clair, Joe Biden était clair dans ses propos. Donc c'est pour indiquer qu'aujourd'hui, l'Afrique, comme j'aime à le dire, c'est le continent de l'avenir. C'est pourquoi nous pouvons voir toutes ces guerres sur notre continent, parce que les autres puissances européennes veulent venir s'installer, puiser nos richesses et nous mettre dans une pauvreté totale sans qu'en retour, il y ait une contrepartie dans la relation qui voudrait qu'il y ait une relation gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, ce paradigme est en train de tomber parce que les États se sentent et se rassurent de ce qu'il n'y a plus ce gain à gain qui est perpétué, d'où la nécessité parfois de rompre les relations avec ces pays tutélaires. Voilà qui est dit. Luisan Issoba, nous parlons de la course, nous parlons à présent de la course au sénatorial au Cameroun. Les partis en lice pour ce scrutin avaient jusqu'au 28 janvier pour le dépôt des dossiers de candidature à Elikam. Des investitures qui suscitent peu d'enthousiasme dans les rangs de l'opposition. Tout le contraire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais mobilisé dans les 10 régions. Toutefois, on n'élude pas les revendications de l'opposition et de la société civile au sujet du code électoral en vigueur depuis 2012 qui devrait être modifié selon eux. Alors, Luisan Issoba, je vous pose la question. On a affaire à des revendications compréhensibles? Écoutez, vous savez, la force d'un test, c'est aussi sa capacité à être adapté à l'évolution du temps. Effectivement. Et vous savez, aucun test ne doit être statique parce que le test doit s'adapter à l'évolution du temps. Et quand on regarde bien aujourd'hui cette loi électorale, ce code électoral de 2012, vous l'avez si bien rappelé, à mon sens, présente beaucoup de failles qui méritent d'être recorrigées. Je prends un exemple. On vous dit qu'en cas de contestation, seul le procès verbal, autant pour moi, n'est qu'en fait foi. Moi, je pense que à quoi servent donc la présence des scrutateurs, des formations politiques dans un bureau de vote? On aurait pu dire que tous les procès verbaux délivrés légalement font foi. C'est-à-dire que pas seulement celui de l'ECAM. Et aussi, il y a que aujourd'hui, nous avons par exemple une élection présidentielle d'un scrutin majoritaire à un tour. Non, ce n'est plus véritablement ça aujourd'hui. Écoutez, avec le jeu démocratique qui devient âpre, il est fort intéressant de savoir qu'on peut passer à 2 tours. Vous convenez avec moi, je prends un exemple. Ce n'est pas pour dire que comparaison n'est pas raison, mais si la comparaison s'adosse sur des éléments qui peuvent permettre de faire une distinction pour que les gens voient clairement, vous allez vous rendre compte qu'au Sénégal, c'est à 2 tours. Si nous étions restés à 1 tour, c'est que Abdoulaye Wade serait encore au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'on se rappelle qu'au premier tour, il avait eu 36%, 36,1%, et Macky Sall était dans les 32%, et ce qui les a contraints d'aller au second tour. Excusez-moi, avec le jeu de saucissonnage, et les gens ont donné leur voix à Macky Sall qui l'a régulièrement renversé. Donc, voilà un exemple que je prends. Aussi, aujourd'hui, regardez, on voit que dans les bureaux de vote, il y a un certain nombre de malversations ou des actes qui ne sont pas conformes à la légalité qui se passent. On aurait pu inscrire aussi, aujourd'hui, dans le code électoral, la présence des huissiers qui peuvent faire des constats spontanés. Parce que tout ça n'est pas précisé. Et au final, on vous dit, c'est le procès verbal de l'ELEC qui a fait foi. À mon sens, il y a beaucoup de choses à revoir. D'ailleurs, le directeur général de l'ELEC lui-même l'avait dit. Il avait dit que ce code électoral mérite d'être toiletté pour y inscrire des éléments nouveaux. Mais ne pensez-vous pas que l'opposition et la société civile auraient dû s'y prendre un peu plus tôt? Là, nous sommes déjà en plein dans la course aux investitures pour les sénatoriales. Vous savez que les partis politiques de l'opposition l'ont tenté plusieurs fois. Et plusieurs fois, ils ont été brutalement, comment dire, il y a eu une réaction sévère de la part du gouvernement qui estimait parfois qu'il n'avait pas eu des autorisations pour tenir ces réunions, ainsi de suite. Donc, les partis de l'opposition tentent de le faire. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ne font plus des annonces pompeuses. Tout ce qu'ils font maintenant, c'est un tapis noir. J'ai dû suivre, y passe sur un plateau de télévision qui indiquait que le travail des partis politiques est en train d'être fait en toile de fond, ou peut-être le moment venu, s'ils sont incapables, justement, de modifier le code électoral, peut-être qu'au final, ils pourront se mettre ensemble pour essayer de renverser la mastodonte qu'elle aurait dépissée. J'aimerais bien vous poser la question, que peut l'opposition pour ces sénatoriales?
écoutez, l'opposition part déjà de manière défavorable à cette élection. Pourquoi? Parce que le RDPC a une majorité écrasante des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Effectivement. Vous voyez, le président de la République a convoqué, il est resté dans la légalité parce qu'on a dit, le texte dit 40 jours avant la fin du mandat, le président de la République doit convoquer le collège électoral. Vous voyez, c'est le collège électoral et non le corps. Alors le collège, parce que les 70 sénateurs sont indirectement élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Ça fait donc de sorte qu'à partir de là, il y a même encore un problème, Madame Audrey Meningui. On aurait pu revoir la loi sur ce point, parce que comment les 30 conseillers autres sont discrètement nommés par le chef de l'État. Alors, sur ce point encore, il y a un problème. C'est vrai que la loi dit que les sénatoriales sont une affaire des partis politiques. Et vous convenez avec moi que une fois que le RDPC a cette majorité au niveau des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, la chance des formations politiques de l'opposition est minorée. Est minorée tout simplement parce qu'il faudrait peut-être entendre une ironie du sort qu'une liste du RDPC ne respecte pas la composition sociologique ou le genre pour que cela puisse bénéficier à une autre formation politique, comme ça a été le cas à Banjul, où le SDF avait bénéficié d'un poste pourtant n'ayant pas à ce niveau-là les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc, la chance des formations politiques ou des partis politiques est une chance d'une proportion congrue. C'est-à-dire qu'il faudrait que, dans l'ironie du sort, que le RDPC n'ait pas à présenter ou respecter les exigences qui sont prévues par la loi. Et justement, en parlant du SDF, vous pensez que ce parti politique a des chances d'avoir plus de sièges pour cette mandature que les deux précédentes? Vous parlez du SDF? Du SDF, effectivement. Oui, ce sera un peu plus compliqué pour le SDF au regard de l'atmosphère qui n'est pas séreine au sein de cette formation politique. Moi, je dois vous avouer, Audrey Meningui, je suis un peu touché par ce qui se passe au SDF, parce que c'est un parti que j'ai particulièrement suivi, qui, je dois vous l'avouer, aujourd'hui sur le Cameroun, tend vers un État démocratique. Le SDF aura eu un apport significatif et décisif. On se rappelle les années de Braise, 91, 92, et tout ce que le SDF aura fait. Même quand nous sommes partis de Onel 1 à Onel 2, nous sommes tombés à Ilekam. Toutes ces actions-là ont été menées justement par le SDF et l'organisation de la société civile. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur du parti semble justement être une pomme de discorde de trop. Parce que vous savez, quand déjà il n'y a pas une sérénité au sein d'un parti politique, comment allez-vous faire pour avoir des sympathisants, pour avoir des militants convaincus, pour avoir des adhérents qui viendront vous accompagner lorsque la compétition électorale sera ouverte. Donc, moi, je pense que, pour ne pas être pessimiste, je ne suis pas de cette formation politique, j'estime peut-être que le désordre au sein de cette formation politique peut jouer en leur défaveur pour qu'il n'ait pas suffisamment de conseillers municipaux, il n'est pas suffisamment des sénateurs au sein de notre chambre sénatoriale. Le SDF qui a eu 7 sièges lors de la dernière mandature, c'était en 2018. Et le PCRN? Oui, le PCRN aussi. Cette formation politique est plus que jamais présente sur la scène politique. Oui, on voit, et vous savez, c'est à mettre dans l'actif de la jeunesse. Je crois que le président Kaba Libié et ses jeunes, Lenjok et bien d'autres, tentent de faire un effort d'écumer le terrain, même jusqu'au dernier retranchement. Tout dernièrement encore, on a suivi qu'ils ont fait leur congrès du côté du Nord. C'est apprécié parce qu'on a toujours estimé qu'il faut toujours le faire entre Yaoundé et Douala, capitale politique ou capitale économique. Or, aujourd'hui, les partis politiques comprennent qu'il y a la nécessité de se balader, même dans les derniers retranchements du territoire, pour que les uns et les autres passent le message pour la vie et, par exemple, les alternatives que ces formations politiques peuvent proposer à l'endroit des citoyens pour avoir davantage de suffrages. Et si on revenait sur les enjeux des sénatoriales au Cameroun, Louis-Henri Somba? Oui, écoutez, la question que vous me posez me permet d'embrayer sur une autre question, parce que vous savez, à un moment donné, on se posait il se posait la problématique de savoir pourquoi conserver le Sénat, alors que, par exemple, au Sénégal, on a mis de côté cette institution. Écoutez, j'ai dit à quelqu'un que le Cameroun n'est pas le Sénégal. Pourquoi? Parce que si l'idée même
il faut que je plonge un peu dans l'histoire pour que les gens comprennent mieux. L'idée de l'institution du Sénat est née le 18 mars 1993 sous le comité Joseph Orona. C'est la première fois que est émise l'idée de mettre en place le Sénat, c'est en 1993. Et à cette idée-là, il était question que le Sénat va représenter les collectivités territoriales décentralisées, les chefferies traditionnelles, les grandes catégories socio-économiques et culturelles. Et il a donc fallu attendre le grand débat de 1995 au sein du Parlement pour que, voilà, il était aussi dit en 1993 que le président va nommer 50 sénateurs sur les 100. Et bien entendu, cela fait donc l'objet des discussions en 1995 devant les parlementaires qui ont donc décidé que finalement, le président de la République va discrétionnement nommer 30 sénateurs et les 70 seront élus à raison de 7 par région. Maintenant, au-delà de cela, il était prévu, il s'est donc fait un débat très houleux. Et la question était de savoir, il y avait deux tendances. Une première tendance qui estimait que le Sénat est une chambre budgétivore. Cette chambre va venir alourdir le processus d'élaboration des lois et que c'est une chambre de reposoir pour les vieillards. Et de l'autre côté, la tendance favorable a estimé que le Sénat est une chambre d'apaisement. C'est-à-dire qu'il viendra apaiser les ardeurs des députés et que le Sénat va permettre au chef de l'État de corriger les insuffisances sociales ou les frustrations sociales. Et on s'est donc bien rendu compte qu'au final, le débat de 1995 a donc produit l'institution sénatoriale en disant désormais que le président nomme 30. En indiquant que le Sénat va représenter les collectivités territoriales décentralisées et plus précisément les régions. Et je crois qu'elle était encore la nouveauté. Il fallait donc la garder, cette institution, parce qu'elle permettait au président de la République de corriger les insuffisances ou les frustrations. J'ai même évoqué une autre raison. Cela permet également au chef de l'État de faire nommer plus de femmes. Parce qu'au niveau électoral, même si on respecte la composition sociologique, il y a ceci que les femmes ne sont pas représentatives et ne sont pas en majorité représentées au niveau du Sénat. Donc, par la nomination, le président de la République peut corriger cela en les nommant. Donc, voilà un peu l'idée qui a été développée. Mais les enjeux, c'est simplement que le Sénat a toutes les missions que joue l'Assemblée nationale. C'est-à-dire l'initiative des lois, le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a aussi que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées au même titre que l'Assemblée nationale qui, elle, autant pour moi, représente la nation. Alors, enjeu, Marcel Nyadivendi, président du Sénat, vous pensez qu'il sera reconduit ? Écoutez, je ne pense pas que ce que je sais, et peut-être ce n'est pas une information que je vous passe, c'est connu de tous, il a écrit au président de la République sollicitant sa retraite, Marcel Nyadivendi. Bon, il n'a pas eu une suite favorable. Bon, j'estime que le président de la République lui fait encore entièrement, amplement confiance. Et vous savez qu'il avait été nommé, parce que le débat encore qui se situe à l'intérieur du Sénat, c'est que comment peut-on nommer comme président, comment peut-on élire du genre, ce n'est pas une élection, parce qu'en fait, au sein du RDPC, le président a estimé que Nyadivendi peut mériter sa confiance, et c'est pourquoi il est président du Sénat. Et la raison, c'est simplement qu'on estime que, étant venu par la nomination, c'était mieux de réserver ce poste à quelqu'un qui vient plutôt par la voie électorale. Or, ce qui est oublié, c'est qu'une fois que tous sont au sein de la Chambre, on ne fait plus la différence entre celui qui est venu par la voie électorale ou celui qui est venu par la voie nominative. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré la fatigue qui caractérise l'homme, il est toujours là, il fait l'effort de préserver les intérêts justement de cette Chambre sénatoriale. D'accord. Nous arrivons au terme de ce programme. Merci, Louison Essomba, d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. J'espère que les téléspectateurs nombreux qu'ils sont tirés beaucoup d'intérêt à la suite de nos échanges et qu'ils en feront certainement bon. Au plaisir de vous revoir sur ce plateau de Grand 7. Chaque fois que le temps nous permettra, j'y serai si vous m'invitez. D'accord. Mesdames et messieurs, fin de ce programme. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Au revoir.